La Tunisie, félicitée pour ses progrès en matière de droits humains par plusieurs organisations de protection des droits de l'homme. Les activistes soulignent néanmoins qu'il reste encore beaucoup à faire pour éliminer la torture. Regardez. La Tunisie glane des points en matière de respect des droits de l'homme. La situation s'améliore progressivement dans le pays depuis la révolution qui a chassé du pouvoir le régime du président Ben Ali il y a 5 ans. C'est le constat fait ce mercredi par le président de la Ligue tunisienne des droits de l'homme qui pense toutefois que le pays peut faire davantage. En Tunisie, la torture soit éliminée. C'est le respect de l'intégrité physique, le respect de la droit de la défense, le respect de la presse totale. Il y a un avancement, il y a un progrès, mais on pourrait mieux faire. Un appel du genre avait été lancé la semaine dernière par un collectif d'associations tunisiennes. Ces membres demandent aux autorités de réviser l'arsenal législatif du pays afin de mettre fin aux discriminations dont sont victimes les homosexuels. Le meurtre du journaliste somalien Abdiaziz Ali ne doit pas devenir une autre statistique. Déclaration du Comité pour la protection des journalistes qui a demandé au gouvernement somalien d'ouvrir une enquête crédible après la mort du journaliste ce mardi. Regardez. Les journalistes continuent de faire les frais de l'instabilité qui règne en Somalie. L'un d'eux a encore été retrouvé mort mardi. Abdiaziz Mohamed Ali, journaliste d'une radio de Mogadiscio, a été tué par des hommes armés non identifiés. Ces obsèques ont eu lieu mercredi. Nous exhortons le gouvernement somalien, qui est responsable de la sécurité, à arrêter ceux qui sont derrière l'assassinat de ce journaliste. Un journaliste n'est pas armé, mais il travaille pour le peuple somalien. Alors, il n'est pas acceptable d'entendre tous les jours qu'un journaliste a été tué. Les assassinats de journalistes sont principalement imputés aux islamistes Chebab. Classé à la 167e position sur 180 pays au classement 2016 de la liberté de la presse de Reporters sans frontières, la Somalie est un des pays les plus dangereux pour les professionnels des médias. Selon le Comité pour la protection des journalistes, 45 journalistes somaliens ont été assassinés dans le pays entre 2007 et 2015. Et puis au Nigeria, de bonnes nouvelles, réouverture des écoles fermées pendant 2 ans du fait des conflits à Borno, au nord-est du pays. Cette localité, on le sait, a été victime des attaques du groupe islamiste Boko Haram. Les élèves du secondaire de l'État de Borno au nord du Nigeria ont repris le chemin de l'école lundi. Cette réouverture des classes intervient après 2 années blanches provoquées par les actions du groupe Boko Haram. L'État avait ouvert les écoles primaires l'année dernière, mais les établissements du secondaire occupés par les déplacés étaient restés fermés. Je lance un appel au gouvernement de l'État de Borno et au gouvernement fédéral pour qu'ils nous viennent en aide afin que le camp soit relocalisé, afin que nos élèves puissent retourner dans leurs différentes écoles. Selon l'Organisation des Nations Unies, les violences perpétrées par Boko Haram au nord du Nigeria ont contraint plus d'1 million d'enfants à quitter l'école. Lorsque l'école a été fermée, je ne faisais que rester à la maison à ne rien faire. Et cela m'ennuyait parce que l'école a été fermée à cause du camp des personnes déplacées. Maintenant, je suis très heureuse parce que j'ai une école et on nous enseigne des choses très importantes. Cette reprise se déroule cependant dans un contexte sécuritaire encore fragile. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez sur le Morning Call. Tout de suite, la rubrique Grand Angle. Bien. La date du 27 septembre est fixée par l'ONU comme étant la journée mondiale du tourisme. Aujourd'hui, c'est jour de chronique travel, on parlera de voyage et tourisme. Nous avons donc choisi de rester sur cette thématique
en échangeant avec David Dutch. Il est à Vienne, en Autriche. C'est un responsable onusien spécialisé donc qui est porte-parole de l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime. Nous lui avons demandé pourquoi avoir choisi cette date pour tirer la sonnette d'alarme sur les enjeux liés au tourisme. Écoutez sa réponse. Écoutez, il est très important que les touristes comprennent le rôle qu'ils ont à jouer vis-à-vis d'un certain type de crime. Selon les statistiques, il y a à peu près d'1 milliard de touristes qui se déplacent dans le monde tous les ans. Et c'est 1 milliard d'opportunités pour demeurer vigilant quand il s'agit par exemple des crimes ou des abus de personnes dans certaines communautés. Je fais allusion au vol et au trafic d'objets culturels. On peut aussi parler du braconnage, du trafic de drogue, de la contrebande. Tous ces trafics causent des dommages importants et mettent à mal le développement durable. Nous lui avons également demandé s'il pensait que les touristes peuvent jouer un rôle dans la lutte contre la criminalité et les abus. Écoutez sa réponse. L'Office des Nations Unies contre la drogue et en partenariat avec l'OMT, l'Organisation mondiale du tourisme, et l'UNESCO, a lancé une campagne mondiale il y a 2 ans intitulée « Vos actions comptent, soyez un voyageur responsable ». L'objectif étant de sensibiliser les touristes sur les scénarios auxquels ils peuvent faire face lorsqu'ils arrivent dans un pays. Ils doivent donc être au courant et attentifs. On les encourage à ne pas tomber dans le piège de la promotion du trafic humain. Il y a des trafics d'êtres humains dans de nombreuses sociétés et les touristes doivent pouvoir le dénoncer quand ils y font face dans un bar, un hôtel ou un restaurant. Ils doivent en parler. Concernant la lutte contre l'exploitation forestière ou le braconnage, nous encourageons à éviter les achats d'objets faits avec des peaux d'animaux ou des arbres. Ils doivent s'assurer lorsqu'ils achètent des objets d'art, de poterie ou de sculpture ou même des masques traditionnels, que ce ne soit pas le fruit de vol. Je les invite tout de même à tirer profit de leurs vacances. Tout le monde a le droit de passer de bonnes vacances. Mais j'insiste, en cette journée internationale du tourisme, il faut penser à comment soutenir les autorités locales pour mettre fin aux trafics illégaux, en particulier dans les domaines de la faune et de la flore. Mais aussi le trafic humain qui a des effets dévastateurs sur les femmes et les personnes vulnérables. Bien, David, trafic de personnes, vol d'objets culturels, vous avez cité pas mal de problèmes. Quelle est, à votre avis, la priorité? Qu'est-ce qui doit être fait de manière prioritaire? Il faut que je sois honnête avec vous. Tout est prioritaire, tout est urgent. Lorsque nous regardons les statistiques, pour les trafics de la faune, par exemple, il y a 100 ans, il y avait plus de 10 000 tigres dans le monde et maintenant, il n'y en a plus que 3 000. Vous avez 5 espèces de rhinocéros qui sont dans la liste des animaux sérieusement en danger. Par an, il y a près de 25 000 éléphants qui sont braconnés pour leur défense. Ces chiffres sont assez inquiétants, mais je pense que c'est dans le domaine du trafic des êtres humains que les préoccupations sont assez élevées. Selon nos enquêtes, il y a de jeunes personnes vulnérables qui doivent être protégées. Les chiffres datent un peu, mais nous attendons tout de même un nouveau rapport d'ici la fin de l'année. Mais le précédent montrait que le tiers des personnes qui subissent les abus sont des enfants. 50% des personnes soumises au trafic entre 2005 et 2010 étaient des femmes. Ce sont des chiffres dont on devrait avoir honte. En fait, notre principal message est le suivant. Si nous travaillons ensemble et demeurons vigilants, même pendant les vacances, on peut aider les personnes à échapper à leur bourreau, échapper au désespoir en fait. On doit aussi penser à ceux qui ne peuvent pas se permettre d'aller en vacances, parce qu'ils sont sous la coupe de quelqu'un, ceux qui méritent d'être libérés.
La journée mondiale du tourisme, donc, a pour but d'encourager tout le monde à y penser. Voilà, c'était David Dodge qui était en ligne de Vienne en Autriche. Dans nos pages sport et économie, après avoir quitté son poste de sélectionneur de l'Angleterre, Sam Allardyce demande pardon. Il a été coach pendant 67 jours. Tous les détails, c'est dans ce package. Et puis, une personnalité affirme que le franc CFA doit être revu. De quoi s'agit-il exactement? Suivez plutôt. Le franc CFA est un mécanisme désuet qui devrait être revu. La critique est du secrétaire général adjoint de l'ONU et secrétaire exécutif de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, Carlos Lopez. Le diplomate dit que, de son point de vue, cette monnaie utilisée par 14 pays africains n'est pas adaptée à la conjoncture internationale. Il faut vraiment une discussion sur la zone franc. Aucun pays au monde ne peut avoir une politique monétaire immuable depuis 30 ans. Cela existe dans la zone franc, il y a donc quelque chose qui cloche, a affirmé le Bissau-Guinéen. Le franc CFA indexé sur l'euro est utilisé par les pays de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA et par les pays membres de la communauté des États d'Afrique centrale CEMAC. La monnaie existe depuis 71 ans et affronte de plus en plus de critiques qui demandent sa réforme ou sa suppression. Carlos Lopez a en outre annoncé son intention de démissionner de ses fonctions aux Nations Unies. Les journaux britanniques ne sont pas tendres avec Sam Allardyce, l'ancien sélectionneur de l'Angleterre qui a quitté son poste mardi soir. Honte sur Big Sam, c'est ce qui fait la une du Daily Mail et la tonalité est la même dans les autres titres. L'ancien entraîneur de Bolton, de West Ham et de Sunderland s'est fait piéger par une caméra cachée. Dans une vidéo publiée par le Télégraphe, il prétend qu'il est possible, moyennant une commission en sa faveur, de contourner les règles en matière de transfert. En y réfléchissant, je concède que c'était une chose stupide à faire, juste pour que les gens le sachent. Je n'ai fait qu'aider quelqu'un que je connaissais depuis 30 ans, malheureusement. C'était une erreur de jugement de ma part et j'en ai payé les conséquences. Nous avons trouvé un accord à l'amiable avec la fédération anglaise et je m'excuse pour cette histoire. Sam Allardyce sera remplacé sur le banc anglais, au moins pour les 4 prochains matchs, par Gareth Southgate, qui s'occupait jusque-là de la sélection des espoirs des moins de 21 ans. Arsenal prend le dessus sur le FC Bâle lors de la 2e journée de la Ligue des Champions. Les Gunners s'imposent 2-0 grâce à un doublé de Walcott dans la première demi-heure. Ils partagent les commandes du groupe A avec le Paris Saint-Germain qui se fait peur en Bulgarie en concédant l'ouverture du score contre Ludogorets avant de renverser la situation avec un but de Matuidi et 2 de Cavani. Le Napoli domine Benfica 4-2 en menant déjà 4-0 à l'heure de jeu après un doublé de Dries Mertens, un but de Marek Hamsik et un penalty d'Arkadiusz Milik. Les vice-champions d'Italie et actuels 2e de la Série A sont bien installés en tête du groupe B avec désormais 4 points d'avance sur Beşiktaş, tenu en échec un partout par le Dynamo Kiev. Bonne opération pour le Barça qui l'emporte 2-1 en Allemagne sur la pelouse du Borussia Mönchengladbach. Si le premier buteur se nomme Thorgan Hazard, le petit frère d'Eden Hazard, les Catalans renversent la situation en deuxième mi-temps avec des réalisations de Thuram et de Piqué. Match complètement fou entre le Celtic Glasgow et Manchester City qui se quittent sur un score de 3-2 alors que les Écossais ont été 3 fois devant au tableau d'affichage. Finaliste de la compétition en 2014 et en 2016, l'Atlético Madrid frappe un grand coup en venant à bout du Bayern Munich 1-0. L'ancien monégasque Yannick Ferreira Carrasco marque le seul but de la partie en faveur de Colchoneros, qui aurait pu doubler la mise si Antoine Griezmann n'avait pas expédié son penalty sur la barre de Manuel Neuer. 2-2 dans l'autre duel du groupe D entre le FC Rostov et le PSV Eindhoven.
Réagir sur le Morning Call en passant par nos réseaux sociaux, notre page Facebook et notre page Twitter, @AfricaNews pour l'anglais, @AfricaNewsFR pour le français, le hashtag The Morning Call. Envoyez-nous vos commentaires, vos messages et vos suggestions sur l'émission. Et puis il y a ce numéro qui s'affiche en ce moment sur votre écran que vous pouvez également utiliser.